Ce que je voudrais dire avant de commencer, c'est qu'il me semble qu'il n'y a pas d'opposition. Il peut y avoir des conflits, mais il n'y a pas d'opposition de principe, mais plutôt une convergence entre les droits de l'homme et les droits de l'animal. Et sans vouloir tirer des conséquences trop importantes de ma propre subjectivité, mon engagement personnel pendant des décennies dans le domaine des droits de l'homme, et qui continue, ne me paraît pas contradictoire avec le soutien de la cause des droits de l'animal. J'ai accepté très volontiers la proposition de mon ami Louis Schweitzer de devenir membre du comité d'honneur de la Fondation et aussi de parler devant vous ce matin. Et j'ai aussi accepté la proposition du professeur Jean-Pierre Marguenot, qui est aussi un ami, de faire une contribution à la revue semestrielle de droit animalier pour le 10e anniversaire de cette revue. Pourquoi cette convergence? En étant bref, car le temps nous est un petit peu compté, tout simplement parce que je me suis de plus en plus convaincu que les hommes et les animaux participent du vivant. Ils vivent dans le même environnement. Et je n'oublie pas que la Cour européenne des droits de l'homme, dès le milieu des années 1990, et non sans audace, a tiré d'un article de la Convention européenne des droits de l'homme l'idée que le droit à la vie privée et familiale pour un être humain comporte le droit de vivre dans un environnement sain. Et cet environnement sain, à tous les sens du terme, me paraît convenir à la fois à l'homme et aux animaux ou aux autres animaux. Alors, quelques brèves remarques pour précéder les questions que va me poser Olivier Duhamel. D'abord, quel droit pour l'animal? Ensuite, pourquoi une déclaration? Et quels seraient les effets possibles de cette déclaration? Quel droit pour l'animal? Les droits de l'animal ne sont pas absolument absents du droit positif. Nous savons que la protection des animaux, ou au moins de certains animaux, est assurée juridiquement, mais elle l'est de façon éparse et disparate. Par le code pénal, par le code civil, par des dispositions législatives et réglementaires plus techniques, dans le code rural et de la pêche maritime ou dans le code de l'environnement. Et ce qu'il manque, et on le verra dans quelques instants avec la déclaration, c'est une approche globale et des fondements communs. Ces droits pour l'animal, ce sont à la fois des droits négatifs et des droits positifs. Les droits négatifs, c'est les prohibitions. Il faut bien entendu, comme d'ailleurs pour les droits de l'homme, interdire certains comportements qui violent gravement les droits. Le droit à la vie, la torture, l'esclavage, la cruauté pour les êtres humains, mais mutadis mutandis, un peu la même chose pour les animaux. Bien sûr, le droit à la vie des animaux n'est pas absolu, il n'y a pas abolition de la peine de mort pour les animaux, mais il est de plus en plus évident qu'il faut consentir ou tolérer la mort de l'animal ou sa mise à mort en entourant de garanties ces actes. Il y a la notion de nécessité, et puis il y a l'idée qu'on retrouvera dans la déclaration, j'en parlerai dans quelques minutes, de faire en sorte que la mort soit instantanée, indolore, et épargne à l'animal au maximum les souffrances et les angoisses. Il y a donc des différences, on ne peut pas transposer à l'identique les droits les plus fondamentaux de l'homme à l'animal. Je disais qu'il y a d'ailleurs des conflits possibles. Tant que la planète ne sera pas entièrement végétarienne, il y aura une consommation de viande carnée, d'aliments carnés, et il y aura donc des mises à mort des animaux. Mais je n'insiste pas là-dessus, et peut-être que tout à l'heure, nous aurons l'occasion, dans mon échange avec Olivier Duhamel et ma tentative de réponse à ces questions, l'occasion de préciser un peu tout cela. Alors, il faut, je crois, une approche globale, mais il faut aussi des fondements communs. Des fondements communs, je veux dire qu'ils soient communs à la fois à tous les êtres vivants, à tous ceux qui participent à la biosphère, mais aussi des fondements communs pour une protection juridique plus efficace des animaux. Depuis quelques dizaines d'années, on commence à parler du respect dû à l'animal. La notion de respect est évidemment très voisine du respect envers les êtres humains, mais là, c'est l'aspect du respect de l'être humain
envers les animaux. Se développe aussi beaucoup plus, avec d'ailleurs parfois des pièges sémantiques quand on passe de l'anglais au français, la notion de sensibilité. Et puis, il y a aussi, j'y ai fait allusion, la notion de souffrance, éviter toute souffrance inutile, toute souffrance dans la mesure du possible à l'animal. Et alors, j'ai été frappé de voir qu'aux États-Unis notamment, qui sont souvent un peu en avance dans le domaine de la pensée, on commence à parler de dignité de l'animal. La dignité de l'être humain, nous savons depuis des décennies que c'est très important et que c'est sous-jacent à beaucoup de droits fondamentaux de l'homme. Mais en assistant, il y a quelques années, à un colloque à Oxford extrêmement intéressant sur la dignité humaine, j'ai été surpris d'entendre un professeur de l'université du Michigan dire la dignité de l'être humain, bien entendu, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'étouffer, mais pourquoi ne pas parler de la dignité de l'animal comme fondement, en quelque sorte éthique, de garantie juridique. Et je vous rappelle que certains pays voisins de la France, je pense à l'Allemagne, je pense à la Suisse, au Portugal, ont introduit dans leur constitution la notion de la sensibilité de l'animal et de la nécessité de lui éviter des souffrances. Alors bien entendu, ce sont des notions, sensibilité, souffrance, respect, qui ne sont pas complètes. Certains disent qu'il n'est pas suffisant d'éviter aux animaux les souffrances, mais qu'il faut essayer de s'assurer de leur bien-être. C'est évidemment un peu utopique, on le verra peut-être au cours du débat avec Lassalle, mais c'est encore une notion qui mérite d'être développée. Alors maintenant, pourquoi une déclaration des droits de l'animal ? Une déclaration, Louis Schweitzer a naturellement fait le rapprochement avec la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Une déclaration, ça a une valeur symbolique, ça a une valeur solennelle, ça a une valeur politique et morale, et parfois une valeur universelle. C'est le cas, bien entendu, de la Déclaration de 1948. Mais comme l'a rappelé Louis Schweitzer, et je ne vais pas m'appesantir sur ce point, la Déclaration universelle des droits de l'animal, dite de l'UNESCO, n'est pas véritablement universelle, ou elle a peut-être vocation à devenir universelle, et elle n'est même pas véritablement une déclaration de l'UNESCO. Le texte remis à jour par la LFDA en 2018 me paraît préférable d'une certaine façon. Bien entendu, il a une portée moins philosophique et moins symbolique, mais il est concis, il se tient à l'essentiel. Préservation du milieu naturel pour l'homme et pour l'animal, respect de la sensibilité des animaux, responsabilité pour les animaux sous la dépendance d'êtres humains, responsabilité à ceux qui en ont la garde, prohibition de la cruauté, des souffrances et de l'angoisse, exigence d'une justification de la mise à mort, préservation du bien-être d'un animal sensible en cas de manipulation ou de sélection génétique, obligation positive pour les États et notamment obligation positive d'introduire dans la formation et de l'enseignement la prise en conscience des droits de l'animal. Et enfin, un article final, l'article 8, qui dit que les gouvernements doivent mettre en œuvre la déclaration par les traités internationaux, les lois et les règlements. Il manque peut-être quand même certains éléments, un préambule assez bref, plus bref que celui de la déclaration de 1978, car il y a dans cette déclaration de 1978 des affirmations fortes qui mériteraient peut-être d'être reprises. Le respect des animaux par l'homme est inséparable du respect des hommes entre eux. Ou encore, dans l'article 9 de la déclaration dite de l'UNESCO, le passage sur la personnalité juridique. La personnalité juridique de l'animal et ses droits doivent être reconnus par la loi. Troisième et dernier point, quels effets aurait cette déclaration ou une déclaration ? Bien sûr, une déclaration des droits de l'animal n'est pas directement normative. Mais là encore, on peut reprendre l'exemple historique de la déclaration de 1948, la déclaration
universelle des droits de l'homme. Elle a inspiré, comme vous le savez, les 2 pactes de l'ONU sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont garantis par des mécanismes quasi juridictionnels, non contraignants, mais tout de même politiquement forts. Mais aussi, la DUDH, il ne faut jamais l'oublier, a inspiré étroitement les conventions internationales régionales, la Convention européenne des droits de l'homme, bien entendu, mais aussi la Convention interaméricaine et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Or, ces mécanismes, eux, ne sont pas quasi juridictionnels, mais véritablement juridictionnels. Et comme l'a rappelé Louis Schweitzer, la Cour européenne des droits de l'homme a considérablement influencé depuis 60 ans le droit en Europe et le droit en France. Et puis une déclaration a un possible effet d'entraînement, mais aussi d'encadrement. Et cela pourrait tout à fait déboucher sur des textes législatifs ou réglementaires. Il y en a déjà dans les codes que j'ai cités. Dans la loi de 2015, qui a introduit l'article 515-14 du Code civil, c'est un bon exemple, même si cet article est perfectible et d'une certaine façon un peu contradictoire, puisqu'il affirme que l'animal n'est pas un bien, ce qui est un grand progrès, mais en même temps, on dit que sous réserve des lois qui le protègent, son régime est celui des biens. Il y a donc quelque chose, certainement, pour le législateur à améliorer à l'avenir. Pour finir, et pour ne pas être trop long, je dirais que je me pose quand même des questions sur des problèmes un peu difficiles. La sensibilité, par exemple. Est-ce que la sensibilité est quelque chose que partagent tous les animaux ? Est-ce qu'il faut le limiter à certains animaux, aux vertébrés, à ceux qui ont un système nerveux central ? Est-ce que lorsqu'on dit dans la déclaration de 2018 à l'article 2 que tout animal appartenant à une espèce dont la sensibilité est reconnue par la science a le droit au respect de cette sensibilité, est-ce que cette notion est évidente ou unanime ? Est-ce qu'il y a une unanimité de la science sur la frontière de la conscience ou de la sensibilité pour les animaux ? De la souffrance, peut-être. Il vous est sans doute arrivé, comme à moi, en été, d'être piqué par une guêpe et de s'empresser d'écraser une autre guêpe qui s'apprête à faire pareil. Mais est-ce que la guêpe est sensible ? Elle souffre certainement. Et d'ailleurs, il y a des jeux cruels qui consistent à couper les ailes ou les pattes des mouches, des guêpes, etc. Alors, quelles sont les frontières ? Je n'en sais pas plus, mais je pense que ça mérite peut-être débat. En tout cas, beaucoup de textes ont tendance à parler des animaux comme êtres sensibles sans spécifier de quels animaux il s'agit. C'est le cas, par exemple, de l'article 515-14 du Code civil que je viens de mentionner. Et il y a la même généralisation dans l'article 13 du traité de Lisbonne, qui, comme vous savez, est entré en vigueur pour l'Union européenne à la fin de 2009. L'article 13 dit « L'Union et les États membres tiennent compte des exigences du bien-être des animaux, êtres sensibles ». Les animaux, virgule, êtres sensibles, est-ce que ça veut dire tous les animaux sont des êtres sensibles ? Il y a d'autres difficultés. Et il y a notamment, me semble-t-il, des difficultés objectives qui tiennent au fait que malheureusement les animaux disparaissent. Il y a un déclin évident de la biodiversité qui est peut-être aussi grave d'une certaine façon que les changements climatiques et qui peuvent avoir des conséquences à long terme insoupçonnables. Mais au total, personnellement, puisque Louis Schweitzer et la Fondation m'ont invité, c'est je pense pour exprimer mes convictions. Personnellement, je suis en faveur d'une déclaration, j'en suis partisan. Elle n'est sûrement pas une fin en soi, mais elle pourrait être un levier pour le législateur en France et dans d'autres pays. Merci.